Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Je ne suis pas un numéro. Au sommaire aujourd'hui, l'ironie consistera à ne pas parler de numéros, mais de mathématiques, ou plus précisément de celui qui est considéré par beaucoup comme le plus grand mathématicien du XXe siècle, j'ai nommé Alexandre Grothendieck. Après avoir appartenu au groupe Bourbaki, ces fameux mathématiciens collectifs, et décrocher une médaille Fields qu'il n'ira jamais chercher à Moscou en 1966, il s'interrogera sur la finalité des sciences et fondera un mouvement d'écologie radicale au début des années 70, avant d'enseigner quelques années, puis de choisir de vivre retiré du monde pendant 23 ans dans un petit village en Ariège. Il est mort en novembre 2014, mais laisse derrière lui des dizaines de milliers de pages d'archives mathématiques ou écrits plus personnels qui sont en cours de déchiffrage. Pour évoquer sa mémoire, je reçois aujourd'hui deux invités. Yann Prado, qui publie aux éditions Alia un livre intitulé Algèbre, et Philippe Douroux, qui signe chez Alary Éditions Alexandre Grothendieck sur les traces du dernier génie des mathématiques. Ensuite, dans la rubrique Voix du silence, nous évoquerons l'enquête d'Olivier Dubuquois, qui évoque dans son documentaire Zone rouge, histoire d'une désinformation toxique, la question des boues rouges, 50 ans de pollution industrielle de l'usine d'alumine de Gardanne. Et enfin, dans notre séquence Con comme la lune, nous arpenterons, comme à notre habitude, l'étrange chemin qui relie la science et la science-fiction, cette fine ligne de crête parfois improbable, et en l'occurrence une audacieuse comparaison biographique entre Alexandre Grothendieck et le maître de la science-fiction Philippe Cadic. Mais tout de suite, nous allons entendre la voix d'Alexandre Grothendieck avec cette diction si particulière. Il s'agit d'une conférence qu'il a tenue au CERN en 1972, où il demandait à ses pairs scientifiques « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Et là, il se pose la question de la compréhension du réel, rien que ça. Le fait de diviser chaque parcelle de réalité, chaque problème en des composantes simples pour mieux les résoudre, chacun de nous maintenant ne saisit qu'une parcelle infime de la réalité, ce qui fait qu'en fait chacun de nous est parfaitement impuissant pour saisir, pour comprendre et pour prendre des options dans n'importe quelle question importante de sa vie ou de la vie de sa communauté ou de la vie du monde. Son découpage en petites tranches de spécialités est parfaitement arbitraire, et ce qu'un spécialiste tout seul ne peut pas faire, eh bien, un colloque de 100 spécialistes de spécialités différentes n'y arrivera pas non plus. En fait, finalement, de par sa propre logique interne, par l'évolution de la méthode analytique, on est arrivé à un point, je crois, où, indépendant de la question des crises écologiques, on est arrivé à une crise de la connaissance, en ce sens qu'on n'arrive plus à intégrer dans une image cohérente une vision du monde, puisqu'après tout, c'est à ça que nous voulons arriver, à une vision de la réalité qui nous permette d'interagir favorablement avec elle à partir de nos petites tranches de spécialité. Bonjour Philippe Douroux. Bonjour. Bonjour Yann Prado. Bonjour. Alors voilà, vos deux livres sont très différents pour évoquer Alexandre Grothendieck, mais chacun dans son style, il constitue un hommage très émouvant et très ému, sensible de ce personnage. Alors on va commencer avec vous Philippe Douroux, vous avez choisi de tenter de l'approcher au plus près, c'est un peu ce que vous racontez à travers vos lignes, vous vouliez provoquer une rencontre, y compris lorsqu'il avait vraiment décidé de vivre loin du monde. La règle, c'était que moi j'ai enquêté pendant 4 ans. Il m'a fallu 4 mois pour avoir son adresse. Et quand j'ai obtenu son adresse, c'était avec une promesse de ne pas le déranger. Pas le déranger, ça veut dire que vous ne frappez pas à la porte, que vous ne sonnez pas, que vous ne hurlez pas, que vous ne le dérangez pas. Et donc je suis monté à la Serre, puisque maintenant on peut donner le nom du village, dans l'Ariège, un coin somptueux, c'est très très beau, c'est très à l'écart de tout. Et je suis monté, je sais pas, une douzaine de fois, une quinzaine de fois au village. J'ai passé 2 fois 8 jours, et puis j'y allais, puis je savais qu'il sortait vers 11h pour aller jusqu'à sa boîte à lettres, et pendant 4 ans, je l'ai pas vu. Voilà. Et pendant 4 ans, je l'ai pas vu, et en mai 2014, j'étais à la toute fin enfin, pas à la fin de mon enquête, ou à la fin du travail, mais j'avais déjà beaucoup avancé, j'avais écrit déjà beaucoup, et je l'aperçois. Et là, je me dis, c'est pas possible.
Et là, vous vous retrouvez comme un imbécile devant le personnage que vous voulez rencontrer. Et vous savez que vous ne le rencontrerez pas, puisqu'il est enfermé dans son silence, dans sa détestation des hommes, on peut dire aussi, et qu'il ne fait plus confiance qu'aux plantes. Bon, c'est son droit. Et je le vois pendant une demi-heure, je le vois grimper à son échelle, il allait mourir 6 mois plus tard. Et je trouve ça à la fois émouvant et un peu dingue. Et il y a les 2 voisins qui me disent, mais allez-y, parlez-lui. Puis moi, je suis incapable de lui parler, je le regarde. J'ai beaucoup de respect pour lui, évidemment. Et je suis plus ému que... Voilà, je suis comme un imbécile. Et je l'ai approché et je lui ai pas parlé. Et puis la deuxième fois que je l'ai vu, c'était encore plus émouvant, je trouve. Parce qu'il était à distance dans ce qu'on appelle la souillarde là-bas. C'est des espèces de pièces un peu sombres qui servaient de réserve pour la nourriture, notamment. Et je vois une main, je vois une ombre, et puis je m'aperçois que c'est sa main. C'est sa main qui s'approche d'une plante, et je vois son visage tout près de la plante, et il parle à voix basse à la plante. Voilà, je peux pas le déranger. Vous êtes sûr qu'il parlait vraiment à la plante? Il parlait pas à voix haute seul? Non, il était comme ça, il était comme ça, il parlait à la plante. Et quand on lit ses écrits aujourd'hui, quand on parle avec les gens qui l'ont malgré tout approché, les plantes étaient pour lui quelque chose de vivant et quelque chose à qui on pouvait ou on devait se confier. Ça l'empêchait pas d'aller couper des roses ou de tailler des rosiers, mais il fallait toujours le faire avec amour, disait-il. Et bon, non, je pense qu'à la fin, il parlait à ses plantes. Mais vous étiez à travers la vitre, alors vous n'avez pas entendu ce qu'il leur disait. Non. Alors de votre côté, Yann Prado, votre approche est très originale, puisque par petites touches, vous êtes à mi-chemin entre un récit sensible et une vraie biographie, et vous nous racontez un peu une sorte d'intimité avec Alexandre Grothendieck. Oui, c'est bon. Et quand j'entends Philippe qui parle de son intimité, parce que je crois que c'est de ça, on peut dire qu'on est un peu tombé dans le personnage. Et parce que là maintenant, on se rencontre à nouveau avec Philippe pour discuter de Grothendieck. On va se rencontrer, je pense, encore à nouveau pour discuter de lui. Pour dire à quel point c'est quelqu'un qui dont on n'a pas encore fait le tour. Et il en parle d'un côté et d'un autre. J'en parle aussi. D'un autre côté, alors oui, je parle de Grothendieck parce que son histoire, telle que j'ai commencé à l'écrire, elle a évoqué, quand j'ai lu ce qu'on disait de lui, ça a évoqué pour moi, ça m'a renvoyé une expérience personnelle. Et il y a 3 points qui ont été dont j'ai mis du temps à comprendre que c'était ces 3 points. Le premier, c'est que moi, dans ma famille, j'ai aussi un ancêtre, mon grand-père, qui est mort en déportation. Donc ça, c'est du héros indépassable, puisque c'était un résistant communiste qui a été dénoncé et embarqué par la police française, puis donné aux Allemands, et qui a fait partie du dernier train qui a quitté la France, celui que Jürg Alweg appelait le train fantôme, qui a mis plus de 50 jours à arriver en Allemagne. Donc il y a cette histoire-là qui a fait partie de l'histoire de ma famille et dont mon père a, je crois, beaucoup souffert, parce que c'est comment faire le deuil du héros qui n'est pas mort. Et ça, quand j'ai lu l'histoire de Grothendieck et du rapport à son père, de l'anarchiste révolutionnaire qui a passé sa vie, qui a consacré sa vie à la révolution anarchiste, au point d'abandonner son fils. Et ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est précisément l'abandon de l'enfant. C'est la question des parents abandonnants. Au nom de quoi ? On peut s'interroger. Donc moi, je me suis un peu, en tout cas, ça a réveillé quelque chose chez moi. Et c'est vrai que Alexandre Grothendieck a été un enfant. C'est moi ce que j'ai lu chez lui, ce que j'ai senti chez lui, c'est que ça a été un enfant qui a terriblement souffert, de par des conditions de vie déplorables, mais aussi de par une époque. Et puis parce que c'est ce père-là qui n'a jamais été là. Et enfin, le troisième point, qui est aussi quelque chose de très sensible pour moi, c'est ce que Richard Hogarth appelle les déclassés par le haut. Parce que Grothendieck, il est né dans un milieu, il a vécu dans un autre qui est au-dessus. Il a été quand même le génie reconnu des mathématiques de son vivant. Il était le maître. Il a enterré tous les maîtres avant lui. C'est-à-dire que Weil a disparu avec Grothendieck. Enfin, aujourd'hui, quand on fait de la géométrie algébrique, il faut traverser Grothendieck. C'est long. Et donc, il a été ce maître incontestable, ce qui d'ailleurs est un peu le questionnement, ce maître incontestable de la géométrie algébrique à un moment donné, quand on ne veut être le maître de personne ou qu'on est le fils d'un idiot ni maître.
C'est quelque chose d'assez difficile. Et donc ce déclassement par le haut, le fait de, comme le dit Hogarth, hein, je vis avec vous mais je suis pas des vôtres. Et de ce qui me renvoie par rapport à ce que dit Philippe, c'est que le génie qu'il a été, Grothendieck, ce fait qu'il était nulle part à sa place. Et que quand Philippe dit qu'il voulait rencontrer personne, mais y avait-il quelqu'un qu'il pouvait rencontrer en fait? Est-ce que le génie a un autre? Oui, mais même avec ses enfants, c'était difficile, on va y revenir. Alors, ce qu'il y a, Yann Prado, c'est que vous contredisez justement la phrase de Philippe Douroux qui précise que pour la plupart des gens, les mathématiciens ne savent pas écrire, hein, puisque vous êtes prof de maths. Et donc, je confirme, votre ouvrage est tout à fait écrit de manière tout à fait originale. Alors, Philippe Douroux, on va revenir justement quand même sur l'incroyable histoire de ses parents et de son enfance, rapidement pour resituer pour les gens qui ne connaîtraient pas. Son père est né en Russie, à Novosibirsk, qui s'appelait Alexandre Shapiro. Novosibirsk, c'est aux confins de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie. Il y a les pogroms, c'est épouvantable, c'est difficile, c'est semble-t-il une ville où il y a une communauté juive, on dit hassidique, j'ai jamais pu vérifier, assez importante. Il y a 4000 personnes, femmes, enfants, hommes. Et lui se range, ou se rangerait, parce que son histoire, j'ai jamais pu la solidifier totalement. Mais il se range, c'est assez clair, parce que aux côtés de Makhno. C'est-à-dire qu'il se lance dans la révolution makhnoïste et qu'il participe dès 1905 à la première révolution russe comme anarchiste. Bon. Après, l'histoire se confond un peu avec celle de Makhno parce qu'ils ont le même âge, parce qu'ils auraient été tous les deux condamnés à mort et tous les deux condamnés finalement à la prison à perpétuité. Évidemment, en 17, ils sont libérés. En février 17, et ils participent l'un et l'autre à la révolution russe, la deuxième révolution russe. Bon, son père se bat très longtemps donc avec Makhno aux côtés des bolcheviks jusqu'à ce que l'alliance se retourne et que les bolcheviks enferment les anarchistes. À ce moment-là, il s'échappe de Russie, il change son nom et il devient Alexandre Tanarov, en bricolant un peu ce qui lui sert de passeport ou de papier d'identité. Et là, on le retrouve, là, l'histoire devient plus difficile à suivre, mais on le retrouve à Berlin. À Berlin, il rencontre Anka Grothendieck, qui sera la mère d'Alexandre. Et ils sont là-bas, donc en 28, vous imaginez bien que c'est une période difficile, ils sont dans une misère absolue, hein. C'est une misère, une immense misère, ils sont l'un et l'autre journalistes, comme on était journaliste, il y avait à l'époque pas besoin de carte pour être journaliste, et ils vivent à Berlin, donc dans cette fournaise révolutionnaire, mais en 1933, le pouvoir bascule, et eux deux, l'un et l'autre, Anka et Alexandre, décident de partir. Voilà. Et où vont-ils? Alors, c'est là où il y a un abandon tu as raison, un abandon d'Alexandre et de sa sœur. Alexandre étant confié à un couple d'anciens pasteur, un ancien pasteur, la famille Edorn, qui va l'éduquer pendant 6 ans. Alors il y a une anecdote qui est quand même drôle, c'est que sa mère, quand elle le dépose, demande à Madame Edorn de ne lui parler ni de Dieu, ni de l'école, ni de lui couper les cheveux. Évidemment, elle fera les trois. Bon, mais alors, pour l'anecdote, vous avez une photo de lui chez les Edorn. Alors c'est atroce entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un petit garçon avec des petites boucles et il se retrouve avec un truc on dirait un enfant des Hitler-Jugend avant l'heure, c'est affreux. Bon, et il va passer 6 ans là. Et il gardera toujours pour les Edorn une grande tendresse, une immense tendresse. Là, j'ai pu vérifier récemment qu'il a fait un voyage en 2006-2007 chez les Edorn pour voir les enfants, etc. Bon, il a toujours une immense tendresse pour eux. Son histoire après bascule parce que en 1939, ses parents revenant de la guerre d'Espagne, c'est la retirada, et ses parents se retrouvent à Nîmes. Et à Nîmes, la police française fait bien son travail. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement repérés. Là, on a des rapports aux archives départementales du Gard.
Et ils récupèrent leur enfant. Alors, comment les récupèrent-ils ? Il y a de l'aide de la part d'un consul en Allemagne, un consul allemand en France. Bref, ils retrouvent ses parents en 1939. Pour quelques mois, ils retrouvent l'un et l'autre. Mais son père, en octobre 1939, est pris par la police française et envoyé au camp du Vernet. Le Vernet d'Ariège, il faut se souvenir que c'est là où Kessler a écrit La Lie de la Terre, et qu'il comparait, il disait que le Vernet était plus dur que Dachau. Dachau était un camp d'internement, le premier camp ouvert par les nazis, et les conditions de vie étaient plus dures là-bas. Bon, c'est là où il se retrouve avec sa mère, parce que lui part dans un camp pour femmes, qui est au Rieucros, près de Mende. Et là, c'est extraordinaire, parce que il est enfermé, il a absolument aucune peur d'enfant. C'est là où c'est un enfant incroyable, parce que il a eu toutes les misères du monde, il a une puissance incroyable, et il découvre qu'il y a un rapport absolument constant entre le diamètre d'un cercle et sa circonférence. Et il se trompe, il dit que c'est 3. Bon, c'est pas 3 tout à fait, et il va admettre que finalement ce n'est pas 3, mais là, de là vient sa confiance absolue. Il n'a pas de maître au sens propre du terme, il n'a pas de professeur, c'est lui qui sait. Et il parle assez bien ou assez mal de ses professeurs au collège, au lycée, etc. Il les écoutera assez peu, et il a une puissance invraisemblable jusqu'à 20 ans. Alors il passe le bac, vous imaginez, au Vernet d'Ariège. On va revenir un petit peu après sur justement la suite de l'histoire, voilà, parce que son enfance est quand même incroyable, et justement sur ce côté autodidacte et sur cette méfiance du savoir transmis. On va écouter à nouveau sa conférence en 72. Alors, parmi les traits distinctifs, je dirais donc, de cette pratique scientifique, il y a d'une part la séparation stricte de nos facultés rationnelles et des autres modes de connaissance. Donc la méfiance instinctive de tout ce qui est, disons, émotivité, tout ce qui est connaissance philosophique, religieuse, tout ce qui est considération éthique, tout ce qui est aussi ressenti sensoriel direct. En ce sens, nous avons plus confiance dans les indications d'une aiguille sur un cadran que ce que nous ressentons immédiatement, directement. Et oui, Yann Prado, donc on voit ce côté quand même, là il était plutôt en train de se poser des questions sur le mode de transmission du savoir, mais déjà tout petit, il a vraiment fait un chemin d'autodidacte. Alors il y a une anecdote qu'on relate en général assez vite, sans en mesurer la puissance, parce que parmi l'aspect recordman, toute catégorie des mathématiques, il y a l'histoire des problèmes que Dieudonné et Schwartz lui laissent à son arrivée. Ils disent voilà, là, tu regardes, nous on n'a pas trouvé, et quelques mois il en résout la moitié, puis après la suite d'un coup comme ça. Et c'est vrai qu'il avait une puissance de travail qui est quelque chose qu'on n'a jamais rencontré. Mais il y avait 14 problèmes insolubles. Les 14 problèmes, voilà, que n'avait pas réussi à résoudre. Disons que c'était pas insoluble. Il calait un peu là-dessus, et lui il est arrivé, puis il les a résolus, puis après il a passé sa thèse, et il avait 6 sujets de thèse. Voilà, 6 thèses en 3 ans. Et des vrais sujets. Je veux dire, c'est pas des thèses de complaisance, c'est pas un truc de sociologie pour astrologue. C'est vraiment des vraies thèses, ce sont des travaux fondamentaux, et il est déjà un maître à 20 ans. Mais il y a cette anecdote dont on ne mesure pas, c'est la reconstruction de l'intégrale de Lebesgue tout seul, sans source, sans rien. Alors donc l'intégrale de Lebesgue, je rentre pas dans les détails, c'est une construction mathématique qui le précède de 40 ans. Donc il arrive 40 ans après, et il se pose les mêmes questions que Lebesgue. Qu'est-ce qu'une longueur, qu'est-ce qu'un volume ? Et donc il arrive aux mêmes conclusions, la question de la mesure. Sauf qu'il va pas à la bibliothèque, ça sert à rien. Pourquoi consulter les livres des autres ? Il va faire tout seul. Il va reconstruire l'intégrale de Lebesgue, sans savoir qu'elle a déjà été construite avant lui. Il a pas 20 ans. Pendant sa licence. Voilà, pendant sa licence, il va pas en cours, il fait ça. Donc évidemment, Dieudonné, quand il l'accueille, il dit ouais, j'ai construit ça. Il dit ça, c'est l'intégrale de Lebesgue. On va pas refaire. Il faut avancer. On recule pas. Donc il se fait engueuler. Mais on passe vite sur le fait que c'est quelque chose d'absolument faramineux de construire en licence, donc à un âge, il doit avoir 18, 19 ans, un peu moins, quelque chose comme l'intégrale de Lebesgue qui aujourd'hui est enseigné en licence. Donc voilà, lui, en troisième année, c'est en troisième année. Moi, j'avais des cours sur l'intégrale de Lebesgue avec des Bourbakis d'ailleurs. Donc donc c'est juste enseigné. Lui, il construit ça. Donc il est déjà. Alors après, quand j'entends la conférence, je trouve qu'il y a aussi un air de l'époque.
Et là, je m'interroge parce que c'est vrai que c'est bien beau de Grothendieck de s'interroger sur la transmission. Et c'est vrai que c'est la question que quand j'entends Philippe qui parle de ça, il y a quelque chose d'auto-engendré chez Grothendieck. Hein. Il est tout seul, il s'est fait tout seul, il est contingent. Donc après, oui, on peut se poser la question quand on est Grothendieck de la transmission, de mettre. Alors quand j'entends, faut mettre l'émotion au centre de. Il y a quelque chose d'extrêmement dans l'air du temps, et en même temps, il y a aussi, je pense, cette question de l'angle mort chez Grothendieck, de tout l'usage des mathématiques classiques que l'on enseigne au prix d'un long travail fastidieux, et c'est vrai de sélection, et qui fait apparaître les meilleurs élèves. Alors, c'est Jean-Pierre Serre qui a été son ami, confident, avec qui il a entretenu une correspondance impressionnante, faut le dire, hein, ça parle de tout, de rien, y compris de mathématiques de haut niveau au moment où elles se font. Donc Jean-Pierre Serre, qui est un pur produit de la méritocratie française, mais qui est un très bon élève d'entrée de jeu, je veux dire, très bon élève, repéré tout de suite par le système, qui a pour but de repérer les bons élèves. Alors Grothendieck peut effectivement s'interroger de ça, faut voir quand même qu'il a été repéré par ce même système. Sauf qu'il a été repéré après, donc lui on l'a pas invité tellement à aller à l'école, on lui a juste créé un institut pour qu'on puisse récupérer son talent. Donc voilà, mais oui, alors il s'interroge, mais en même temps, c'est ce que quand je repense à ce qu'on disait tout à l'heure sur le personnage, sur Grothendieck, et il faut beaucoup de bienveillance pour Grothendieck, parce qu'il est aussi très arrogant, il a une sensation pertinente, il est très sûr de son génie, il est orgueilleux, il est arrogant, il est violent, il est, oui, c'est même plus de la prétention à ce niveau-là, il est, et en même temps, il est naïf. Il est d'une naïveté confondante par rapport à ce qu'est le monde. Donc il parle du réel, mais c'est-il le nom du Premier ministre à l'époque ? C'est ça, de quel réel parle-t-il ? Grothendieck, qui fait des maths toute la journée. Alors on va revenir un peu sur les particularités de sa personnalité, puisqu'on sait que toute sa vie est émaillée de tellement d'anecdotes qu'évidemment on pourra à peine en évoquer quelques-unes. Et Philippe Douroux, donc on a parlé de son père qui était quand même un personnage incroyable qui a fini à Auschwitz, mais sa mère, en fait, il a vécu avec elle jusqu'à sa mort. Oui, il vivra jusqu'à sa mort avec elle jusqu'en 57. Il forme un couple très proche et enfin de réfugiés. Hein. Il faut quand même imaginer qu'ils ont été accueillis en France avec ce mot qui était les indésirables, mis dans des camps d'internement, évidemment sans jugement parce que ce serait trop simple. Lui partant, alors il y a une séparation quand lui part au Chambon-sur-Lignon parce que pour aller passer son bac. Et qu'elle va à Gurs. Mais il se retrouve après, et je pense qu'on a du mal à comprendre encore une fois la misère dans laquelle ils étaient, hein, parce que lui fera des travaux de grappillage de raisins, il fera évidemment les vendanges, etc. Ils vivent dans l'Hérault. Ils sont... oui, ils ne se quittent pas. Ils vont ensemble à Nancy. Au Brésil. Enfin, ils vivent. C'est un couple extrêmement soudé avec cette femme qui a abandonné son enfant et qui après le surprotège, l'enferme dans une... Il le dit d'ailleurs dans Récolter sa main. Il est enfermé dans cette espèce de truc. Sa mère, dès que quelqu'un s'approche, elle sort les griffes. Il forme un couple comme ça. Et il y a alors une chose... c'est une coïncidence ou c'est une date intéressante, c'est qu'elle meurt en 57 et que lui en 58 il va au congrès mondial de mathématiques à Édimbourg et que là il pose son programme. Il explose. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que là les types sont fascinés parce que faire de l'algèbre, de la géométrie algébrique, c'est vouloir rapprocher la puissance de calcul et de démonstration de l'algèbre et puis la capacité à montrer de la géométrie. Il faut en faire qu'un seul langage, il faut construire la mathématique si on veut. Il faut rapprocher ces deux mondes. Et là il trace le programme. En 58, sa mère vient de mourir. Bon. Il apparaît au monde mathématique en 58. Il est déjà connu, on sait qui il est, mais là, il est quand même au Congrès international des mathématiciens. Et ça, alors c'est l'anecdote que je raconte, sa présentation, 58, donc à Édimbourg. Il a 30 ans. Il ne signe pas. Quand on parlait d'arrogance, il ne signe pas sa participation. Il a fait signer par quelqu'un d'autre. Donc sa présentation, sa conférence s'est présentée sous un autre nom. C'est pas lui qui signe. Et parce que il veut pas être associé à ça, parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Il y a une inélégance. Il a été obligé d'être inélégant avec la mathématique. Donc il y a quelque chose de pas naturel. Il aime pas. Donc il veut pas que son nom soit associé. C'est à la fois très orgueilleux.
et très humble. Et c'est quoi l'inélégance en question ? C'est qu'il concevait la mathématique comme une promenade, c'est-à-dire que les choses doivent découler un pas après l'autre. Faut pas sauter de pas. Et ça doit se faire naturellement. Il disait, on ne doit rien démontrer si ce n'est déjà évident. Alors évidemment, c'est évident au sens de Grothendieck. C'est pas toujours très évident. Et quand Gérard Bérébi, mon éditeur, quand on a discuté ça, et qui a rencontré Grothendieck, et c'est aussi incroyable, toute la communauté de gens, et à l'époque où il fondait sur Vivre et Vivre, et il cherchait un imprimeur. Donc il rencontre Bérébi. Et ils discutent et ils sont chez Grothendieck et il y a tous ces livres de mathématiques et Gérard Bérébi demande à Grothendieck mais à part vous qui comprend ces livres, et Grothendieck répond mais à part moi personne. C'est bien résumé. Alors vous avez une particularité dans votre ouvrage, Yann Prado, c'est que vous avez plusieurs métaphores entre les mathématiques et puis l'art musical finalement qui sont très beaux. Et alors donc j'ai découvert que vous aviez aussi, alors que vous êtes prof de maths, un talent de musicien. Vous avez donc un groupe qui s'appelle Malakoff. Et donc on va écouter un morceau qui est intitulé Gare du Nord. Son pas pour la première fois, malgré le froid qui mord, elle tombe la veste pour attirer le chaland de ces jeunes appâts. Bien qu'elle fasse des efforts pour marcher sexy, pour chalouper son corps, difficile d'avoir l'air d'une femme fatale quand on n'est qu'une enfant loin de sa terre natale. Nord, un mec du sud de l'Amérique et des champs de coton explique à sa guitare la blues attitude, l'esclavage, la misère et l'exploitation. Toute la musique qu'il aime, elle se joue avec 3 accords de septième. Et dans la nuit, en attendant le bus, il devient l'ami de la jeune dame russe. Se débrouille, elle a son pavé, il a le rythme dans les mains. Gare du Nord, gare de la grande vadrouille, unissent leur destin et chacun battra le sien. Les transports du corps font les grands voyageurs, ce qui fait les amoureux, c'est les transports du cœur. Ce qui fait les amoureux, c'est les transports du cœur. Ce qui fait les amoureux. Yann Prado, un petit mot sur le morceau qu'on vient d'entendre. Alors c'est un morceau qui s'appelle Gare du Nord parce que j'ai quelque chose avec les trains qui est encore lié à l'histoire de la déportation, parce que le rapport au train, ça c'est j'en parlais tout à l'heure. Donc moi je suis très j'adore prendre le train.
Je préfère prendre un train plus long qu'un train. Et c'est pour ça que le TGV, une sorte d'avion qui roule, et je déteste ça. J'aime le train qui serpente et qui lézarde et qui éventuellement arrive en retard. Quand les trains arrivent en retard, on se parle. Enfin. Et donc ces gares du Nord, c'est ça, c'est ces lieux d'une humanité qui grouille. C'est aussi le lieu des marlots, des trimardeurs, des femmes de mauvaise vie. Donc c'est encore toujours ça. Il y a ce livre de Joyce Ormond sur la gare du Nord qui est très beau. Et puis Malakoff, c'était, j'y ai vécu. C'est la banlieue rouge. Moi, j'ai vécu dans une ville communiste et c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose parce qu'on allait à la fête de l'UMA en quart de la ville. Donc la carte de la ville prenait la ville prenait les cars municipaux pour aller à la fête de l'UMA. Donc Malakoff, c'est aussi c'est une référence. Ça, je suis toujours très très ému. Là, j'y étais il y a 2 semaines à la fête de l'UMA par l'honnêteté et la foi des militants. Alors en effet, il y a un lien tout de même avec Grothendieck, puisque notamment on a appris au moment où il y a eu, il a ramené ses archives à Jean Magloire, où il avait brûlé une grande partie des souvenirs qu'il avait de ses parents. Il semblerait, alors évidemment on est toujours un peu au bord de la rumeur, il semblerait qu'il ait réussi à avoir le nom de tous les déportés qui étaient dans le wagon de son père et qu'il récitait la liste de ces noms comme un mantra. Alors ça, c'est à la toute fin de sa vie. C'est extrêmement touchant. C'est les derniers écrits. Si tu veux, je ne sais pas très bien ce qu'il faisait. Il avait récupéré, il s'est fait envoyer par un fils de déporté la liste, l'espèce de document renéoté de Klarsfeld, dans laquelle tu as la liste des 77, je crois, trains de déportés. Et il va se lancer dans une espèce de compilation invraisemblable et il prend des notes et c'est extrêmement... Là, ça devient illisible parce qu'il y a une structure que tu comprends pas, il y a des signes qui sont difficiles à saisir, il faudra sans doute y passer beaucoup de temps, peut-être c'est insaisissable, et il essaye de reconstruire, si tu veux, une sorte de géométrie de ces déportés, de ces gens, en essayant de les rattacher les uns aux autres et de faire une géométrie humaine invraisemblable. Et il note qu'un tel peut-être a pu croiser un tel, qu'une telle a été peut-être liée. Alors j'ai pas pu y passer beaucoup de temps dans ces archives, mais il y a une chose qui est frappante, c'est que sur le convoi numéro 19, celui de son père, il y a juste son père, Tanarov, souligné d'un petit trait bleu. Il n'y a rien de plus décrit. Alors, peut-être en reparle-t-il ailleurs, mais c'est cette espèce de toile qu'il tente de tracer. Ça, c'est vraiment à la fin. C'est quand il va mourir. Il arrête d'écrire le 27 août 2014. Et voilà, je ne sais pas ce que ça signifie. Ce que je sais, c'est qu'il est face à l'innommable. Il est face au diable, il appelle ça le diable. Bon, alors évidemment, il a flirté avec la folie. Alors, selon les interprétations, oui. Certains pensent que c'était vraiment sérieux. En plus, alors il y a une sorte de concours de diagnostic. Ceux qui pensent qu'il était schizophrène, qu'il entendait des voix, d'autres qui peuvent penser qu'il y avait un petit côté autiste Asperger dans ce côté à la fois génial et dans la difficulté du rapport aux autres, ou alors le rapport aux lois aussi, qui était, on va y revenir, tout à fait particulier. Ou alors l'humour, un humour qui ne faisait rire que lui, et puis il comprenait pas du tout les blagues de son entourage. Alors voilà, je ne sais pas quel est votre... Moi j'ai un peu... alors... 2 choses. La première, quand j'entends Philippe qui parle de ses noms et tout ça, j'ai retrouvé quand mon père est mort dans ses affaires, toutes les coupures de presse que ma famille avait entamées pour la recherche de mon grand-père, parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Donc il était annoncé vivant, puis mort, puis vivant, puis mort. Donc ce rapport-là, la difficulté, cette difficulté, donc mon père, pendant toute sa vie, a voulu croire que son père était encore vivant, par exemple en Union soviétique, qui faisait partie de ces Français attrapé par l'armée rouge parce qu'il était dans un camp qui avait été libéré par l'armée rouge. Donc là ce que dit Philippe, je le comprends tout à fait, et c'est l'une des choses qui me rattachait, qui m'a fait écrire Grothendieck. Maintenant, pour revenir alors sur l'histoire de, on aimerait bien de dire que en fait Grothendieck était qu'un malade ou qu'un fou, que moi j'ai envie de garder le fait que le génie, c'est quelque chose sur lequel on va devoir écrire encore et encore parce qu'on ne sait pas ce que c'est, et que s'il se laissait mettre en boîte aussi facilement, là je sais qu'il y a un livre qui est sorti et qui pose effectivement l'hypothèse de Grothendieck. Voilà, je l'ai lu, j'ai commencé à lire et ça m'a tout de suite dérangé. J'ai pas envie de me dire que c'est un cas clinique, surtout qu'on l'étudie après sa mort, c'est toujours plus facile.
Il aurait fallu peut-être le rencontrer pour voir si c'est un cas clinique. Qui parle ? C'est la question. Qui parle ? Est-ce que quelqu'un est-il un tant soit peu capable de comprendre ce qu'est d'être le plus grand mathématicien du XXe siècle ? Dans quel monde on peut vivre à ce moment-là ? D'abord, il faut peut-être comprendre ce qu'est les mathématiques. C'est le jeu des perles de verre d'Hermann Hesse, c'est-à-dire un jeu sans fin, dans lequel on peut sombrer. Alors effectivement, moi j'ai côtoyé des mathématiciens qui avaient un petit côté dans leur bulle, on dirait autiste, parce qu'on a envie de dire qu'ils sont quelque chose. Mais c'est un monde dans lequel on peut vivre toute sa vie, dans lequel continuer, c'est un peu l'hypothèse, peut-être que ça a maintenu loin les démons de l'enfance pendant un temps. Peut-être que ça lui a permis de maintenir à distance la souffrance du réel. Ça, c'est vrai. Le camp, comme dit Philippe, la vie dans les camps, ça lui a permis, c'était quand même quelque chose, il suffit d'un bout de papier. Il a trouvé son royaume. Voilà, après, moi, c'est le royaume de l'enfance. Mais maintenant, là, quand il était peut-être Asperger et tout. D'une part, j'ai pas envie. J'ai envie de le garder tel qu'il était, un génie. Peut-être. Après, est-ce qu'il est, oui, enfin fou, c'est un terme que d'abord je suis pas psychiatre, donc je sais pas. Après, si tu veux, oui, il parle aux plantes. Pour un shintoïste, oui, parler aux plantes, c'est plutôt pas mal. Il avait je crois même que Rick Hazara il dit qu'il faut le faire. Oui, voilà. Bon, alors, il était si tu veux, il s'enferme par exemple dans une misanthropie totale. Bon, oui, ça c'est vrai, et il va au bout de sa misanthropie, ça c'est exact. Alors est-ce qu'on en fait pour autant un malade psychiatrique ? J'en sais rien, ça m'est égal, il faisait de mal à personne, quoi. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il a tout fait à fond, c'est-à-dire que en tout cas, il y avait un côté radical dans toutes ses attitudes, justement, et du coup, et puis d'ailleurs, Yann Prado, vous avez écrit il n'y a qu'en mathématiques que la vérité est belle, hein, puisque du coup, il a réussi un peu à se fâcher avec tout le monde, et donc là, on va revenir sur l'épisode de son grand revirement où il quitte l'IHES en fait sous le prétexte qu'il y a 1% dans le budget qui serait d'origine militaire. Il serait. À supposer que certains ici doivent la vie à la science, on peut dire qu'il y a des centaines de milliers de gens au Vietnam qui doivent également leur mort, et leur mort sous des conditions atroces, à la même science. Eh bien, l'expérience semble montrer qu'elle est toujours détournable et toujours détournée. Ce qui est frappant, je crois, pour un scientifique, c'est de constater à quel point les techniques scientifiques les plus modernes trouvent leur application dans cette guerre du Vietnam. J'ai été au Vietnam du Nord moi-même, par exemple, et j'ai pu discuter sur place avec les intéressés sur les différents perfectionnements des bombes à billes, par exemple, qui éclatent pour qu'ils puissent mieux frapper les populations civiles, qui éclatent en l'air avant même de toucher le sol. Le simple fait, d'ailleurs, que la technologie militaire au Vietnam soit plus orientée vers une mutilation de la population que pour la tuer directement, parce qu'une personne qui est mutilée demande des soins de beaucoup d'autres gens pour la maintenir en vie, pour la soigner, alors qu'une personne tuée en demande très peu. Donc c'est un certain nombre d'aspects assez atroces de la technologie liés véritablement à une recherche à l'état actuel de la science. En fait, il y a une chose dont je ne me rendais pas compte au moment où j'ai commencé à réfléchir sur ces questions, c'est que pratiquement toutes les grandes firmes commerciales sont directement impliquées dans les fabrications d'armements. En fait, lorsque j'ai quitté l'Institut où je travaillais à cause de la présence de 5% du budget qui était d'origine militaire, à ce moment-là, je ne voyais rien à redire au fait que la plupart des fonds provenaient de firmes telles que Esso, Saint-Gobain et autres. Mais depuis lors, j'ai découvert que ces firmes sont très directement impliquées également dans ces fabrications d'armements. Elles ont toutes d'importants contrats avec l'armée. Je voudrais simplement indiquer que j'ai ramené ici quelques exemplaires d'un journal que nous éditons qui s'appelle Survivre et Vivre. En fait, il s'agit du groupe dont j'ai parlé au début, mais qui a changé son nom depuis quelques mois. Au lieu de Survivre, il est devenu Survivre et Vivre, parce que au début, nous avons démarré sous la hantise, disons, d'une possible fin du monde, où l'impératif essentiel pour nous, c'était l'impératif de la survie. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de techniques, qu'elle proviendra d'un changement de civilisation.
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que d'entendre sa voix, il y a quelque chose de vraiment profond où on entend l'enfant en lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune feinte, aucun calcul, on entend quand même son antimilitarisme primaire, j'ai envie de dire, et sa motivation écologiste vraiment profonde. Oui, parce que ce qui est, moi, d'abord, c'est très touchant, c'est le seul enregistrement de sa voix, donc on l'entend tel quel, et il a vraiment ce débit très particulier qui est très émouvant. Et c'est vrai que ce que vous dites est juste. Moi, quand j'écoutais ça, je me dis, il est d'une naïveté confondante. Je veux dire, faut pas rigoler. Günther Anders écrivait déjà bien avant que la bombe atomique, c'était juste parce qu'on voulait la tester. Que Hiroshima et Nagasaki, c'est parce que deux technologies différentes pour voir laquelle était la plus efficace. On savait que la guerre était perdue au Japon. Les historiens sont très clairs là-dessus. On le savait déjà que le Japon avait perdu la guerre. Et c'est pour sauver les soldats américains qu'on a atomisé les Japonais, les enfants. Donc ça, en 45, c'est déjà quelque chose et le travail d'Anders, c'est notamment la relation qu'il a, enfin la correspondance qu'il a avec le pilote qui a lâché la bombe, le pilote de bombardier, montre que c'est déjà quelque chose qui est su. Enfin, et Grothendieck, il est là après 68, il est donc d'une certaine naïveté, mais on le sait. Alors, et en même temps, il est d'une sincérité qui confine. Il n'a de cesse de se battre pour ça, pour son mouvement Survivre et Vivre, pour l'écologie, pour qu'on arrête. Et c'est en quoi il a raison. Et d'ailleurs, sa naïveté aussi apparaît lorsqu'il s'adresse là donc aux scientifiques du CERN et il explique que donc il s'agit d'un accélérateur de particules et comme le N est pour nucléaire, effectivement, il pensait que c'était pour le nucléaire et donc il découvre en discutant donc avec les scientifiques et il va les voir frontalement en disant mais pourquoi tu fais de la science? Et c'est vraiment des questions d'enfants pratiquement. Oui. Oui, il y a un côté très très naïf, très enfantin. Mais en même temps, nous sommes en 72. Son vrai virage, c'est 68, où il se fait engueuler par les étudiants d'Orsay qui le traitent de mandarin. Et là, il découvre qu'il est un mandarin, qu'il est dans une tour d'ivoire, ça s'appelle l'IHES, etc. Donc, mais là, ce que disait Yann tout à l'heure est vrai, c'est qu'il découvre la réalité du monde politique, par exemple. Le général de Gaulle, il est paniqué parce qu'il paraît que le général de Gaulle veut démissionner. Ah bon, etc. Bon, il n'a pas du tout entendu parler de la guerre d'Algérie. Il en a rien eu à foutre. Mais parce qu'il le découvre là. Donc, c'est un garçon qui, si j'ose dire, s'ouvre au monde. C'est pratiquement un adolescent qui découvre que le monde est comme ça et il est là. 72, c'est 3 ans, 4 ans après sa prise de conscience et il a cette espèce de fraîcheur mais qu'il a toujours eu parce que pour lui l'enfant est fondamentalement ce qu'il faut préserver en soi. Ce qu'on retrouve. Voilà, on le retrouve constamment. C'est dans l'enfance et c'est dans le regard de l'enfance que tu trouves l'essentiel de ce qu'il y a d'important à vivre dans le monde, etc. Donc alors, tu as raison. Et là, quand il se met à fonder Survivre et Vivre, justement, non seulement, donc ce sont des publications qui d'ailleurs sont réunies sous la houlette de Céline Pessy aux éditions L'Échappée, vraiment remarquable parce qu'il y a une classification de toutes les thématiques qui est vraiment qui nous retransporte à cette époque. Et là, non seulement il écrit les textes, mais surtout il devient activiste. Il va la nuit escalader. Il écrit tous les textes. Il écrit pratiquement tout. Il renéote, il distribue. Il fait à peu près tout. Et alors les fûts de déchets nucléaires qui sont à l'air libre, etc., il va quand même s'en occuper lui-même physiquement. Oui, ça c'est assez drôle. Un de ses copains physiciens qui me racontait ça, on lui dit qu'il y a des fûts qui fuient à Saclay et que voilà, il y va, il pète la porte et il le dénonce. Il appelle il invente le travail que fera Greenpeace à une autre échelle. Mais voilà, on doit dénoncer ça, on doit y aller. Quand il va au Vietnam, il dit qu'il va au Vietnam, mais il y va 4 à 5 semaines et il y va sous les bombes. Il y va pas il y va avec une mission aussi d'évaluer l'école, de voir s'il y a une école vietnamienne de mathématiques. Et il dit oui, il y a une école vietnamienne de mathématiques. Ce qui est touchant, c'est qu'il y a eu récemment un médaille Fields franco-vietnamien qui est le produit de cette école. Et donc il va au charbon, il y va. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont il raconte sans aucune peur apparente. C'est invraisemblable. Quand il va au Vietnam et qu'il y a un moment, il y a un bombardement, il y a un prof qui meurt. Bon,
il est calme, il regarde ça calmement, comme quand il était au Chambon-sur-Lignon, que les gendarmes français prévenaient qu'il allait y avoir une rafle et qu'il partait 3-4 jours dans la nuit. Pour lui, il jouait. Il a une puissance et un espèce de rapport au monde qui est étrange. Et alors toujours la radicalité, puisque même après avoir fondé ce mouvement et y avoir cru et s'être impliqué à fond, il finit par se brouiller avec des gens qui essayent de faire des entourloupes un peu politiques, de récupérer ce mouvement. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se retrouve à partir pour Montpellier pour aller enseigner. Et là, ce qui est très émouvant, c'est que là, il va témoigner, il est au moment juste avant de partir à Montpellier. Alors, peut-être je vais être confronté dès cet automne à cette situation, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, d'être dans un amphithéâtre avec des étudiants auxquels je dois pour de bon enseigner les mathématiques, qui vont les préparer à certains examens, leur procurant certains diplômes dont je suis, pour ma part, convaincu que c'est des connaissances qui ne servent à rien. D'une part, qui ne servent à rien pour la société dans son ensemble, mais d'autre part, dont il n'est même pas clair qu'ils servent à quelque chose à ceux qui vont avoir ce diplôme, parce qu'il n'est absolument pas clair que ça leur permettra d'avoir un métier par la suite. Donc, alors ce que font la plupart des scientifiques, ils font un cours technique, celui qu'on leur demande, un point c'est tout. En ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas m'en tenir à ce type de relation et ne plus séparer l'enseignement mathématique d'une discussion à carte découverte, à visage découvert, avec les étudiants ou tous ceux qui voudront venir assister à la discussion, pour essayer de faire le point. Pourquoi est-ce que nous sommes là ? Qu'est-ce que nous allons apprendre ensemble ? Pourquoi ? Quel est notre rôle mutuel, moi professeur et vous étudiants ? Et décider ensemble sur ce qu'on fera. Alors Yann Prado, vous êtes professeur de mathématiques et là on voit vraiment Grothendieck qui du coup a prémédité la relation qu'il allait avoir avec ses étudiants. Alors il y a d'abord avant Montpellier, il a été à Orsay, il a préparé les agrégatifs. Et un de mes professeurs a été son élève d'ailleurs à Orsay, j'ai souvenir de ça. Et tous disent qu'il a été un professeur d'abord extrêmement bienveillant, sachant se mettre au niveau de ses élèves, sachant comprendre et la difficulté qu'avaient les élèves et se mettre à leur place. Donc personne ne parle de lui comme un professeur arrogant ou hautain. En tout cas, et il a fait son travail de manière très honnête. Alors maintenant, c'est sûr que les conditions d'enseignement actuelles sont plus tout à fait les mêmes. Il pouvait se permettre ce genre de choses. Il était à l'université, où il y avait quand même une plus grande liberté quant au programme. D'ailleurs, Jean Magloire raconte vraiment qu'il avait un rapport d'amitié finalement avec ses étudiants. Mais alors, là où il faut faire attention, parce qu'à Montpellier, il arrive pour faire un prof sur la recherche mathématique. C'est-à-dire qu'il doit éveiller les élèves. Et là, il est extrêmement touchant, extrêmement naïf et extrêmement tout ce qu'on veut, mais il dit quoi ? Il dit, qu'est-ce que c'est mon rôle de professeur ? C'est d'éveiller l'intérêt, la curiosité des élèves. Et ça, je trouve que c'est à la fois, on peut dire que c'est totalement naïf, totalement tout ce qu'on veut. N'empêche qu'aujourd'hui, une école comme l'école finlandaise, par exemple, est fondée là-dessus. C'est essayer d'éveiller l'intérêt des enfants. Et il a fait de très belles pages là-dessus qui, une nouvelle fois, nous paraissent, ou vont paraître, ou vous paraissent naïfs. Mais quand il s'adresse à ses étudiants, il a écrit une très belle lettre en 74, je pense, où il dit, voilà, il faut juste s'ouvrir et ouvrir son désir, son envie de faire des mathématiques. Alors, là-bas, il dit, je donnerai pas de notes. Bon, alors, il a dit, on va les tirer au sort entre 12 et 14. Oui, d'accord. Bon, on va mettre la même note à tout le monde. Et il arrivait avec des méthodes un peu surprenantes. Alors, il leur disait, c'était des élèves qui étaient en master ou en maîtrise ou en licence, et il leur disait d'arriver avec des papiers canson, des ciseaux, et qu'on allait faire des tétraèdres, etc. Et un professeur, c'est resté assez célèbre, lui dit, mais enfin, on n'est pas là pour s'amuser. Et lui a dit, mais moi je fais des mathématiques depuis toujours et je m'amuse. Et évidemment, comme professeur, aujourd'hui, ça paraît totalement bizarre, curieux ou je sais pas quoi. Mais c'est le fondement, c'est d'éveiller l'intérêt des enfants. Et il va plus loin, puisque donc il y a une des phrases célèbres qu'on répète à l'envi sur le fait qu'il y avait 3 choses importantes pour lui, à savoir la méditation, les mathématiques et le sexe. Et justement, il y a des phrases magnifiques quand même dans Récolte et Semailles où il compare cette recherche mathématique à une activité sexuelle.
Ouais, il est pas le seul, mais oui. Il y a aussi alors là vis-à-vis des. Il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, évidemment. Beaucoup de femmes dans sa vie. Oui, c'était aussi une époque où on croisait une femme et avec qui on pouvait faire l'amour sans avoir un contrat signé. Et peut-être des hommes aussi, non? Pardon? Non, il a alors on a. J'ai pas entendu dire. Moi, j'ai pas entendu dire, moi, mais peut-être, j'en sais rien. Qu'il ait été voir. Je sais pas du tout. Non. En tout cas, le sexe occupait quand même une place importante dans ses préoccupations. Oui, il a fallu quand même un petit peu attendre que sa mère meure. Pour que ça, c'est quelque chose. Quand il est avec sa mère à Nancy, il a un enfant. Il a un enfant déjà, mais avec la logeuse. Donc ça reste dans un truc très confiné. La logeuse, la mère, l'enfant. Et puis quand sa mère meurt, ça part dans tous les sons. C'est un peu la fête du slip, tranquille, quoi. Par contre, il va pas toujours être très très sympa. Non, mais il va pas être. Alors, il y a aussi des anecdotes. On vous les donne. Il a une aventure avec la cuisinière, paraît-il, de l'IHES. Mais comme c'est pas. Il faut que le mari sache. Donc, il va lui dire au mari. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas des relations où. Bon, voilà, le type, c'est Guilleret. Ouais, d'accord. C'était aussi une époque comme ça. On a une époque aujourd'hui depuis Bondry où on peut absolument plus rien comprendre. C'est vrai que là où Grothendieck a raison, dès lors qu'on a techniquement la possibilité d'affranchir la sexualité de l'impératif de la reproduction ou de sa conséquence, autant y aller, autant s'éclater avec. C'est devenu compliqué de dire ça, mais mince, on peut faire que ça. Il y a de belles pages dans Survivre et vivre. On va écouter encore sa voix. En fait, il y a à peu près 2 ans, j'envisageais non pas la disparition de la civilisation, parce que l'identifier encore, j'étais encore trop prisonnier de ces conditionnements. J'identifiais la civilisation, la seule que je connaissais, avec l'humanité, et la destruction de cette civilisation m'apparaissait effectivement sous une image apocalyptique de fin de l'espèce humaine, mais j'ai expliqué que cette vision a entièrement changé. Maintenant, disons, l'écroulement de cette civilisation n'est pas une vision apocalyptique, c'est, disons, quelque chose qui me semble hautement souhaitable, et je considère que c'est notre grande chance qu'il existe, disons, une base biologique de la société humaine qui se refuse à suivre la voie de la civilisation industrielle dominante, que finalement, c'est, disons, la crise écologique qui va nous forcer, que nous voulions ou non, à modifier notre cours et à arriver à développer des modes de vie, et inclus des modes de production, bien entendu, qui soient radicalement différents de ceux des modes de production prédominants. À l'époque, donc, il parlait de ce qu'on n'appelait pas du tout à ce moment-là une sorte de sobriété heureuse, mais c'est vrai qu'il a vécu toute sa vie aussi dans une ascèse. Il dormait sur des planches, il fabriquait ses chaussures lui-même. Oui. Voilà, il y a 1001 anecdotes sur sa frugalité. Oui, sa frugalité, il va l'amener jusqu'au bout. Tu sais, quand il dormait à Montpellier, qu'il rentrait pas chez lui, qu'il n'allait pas dormir chez Jean Valgoire, il dormait dans son bureau par terre. Un copain qui l'a hébergé à Massy, il devrait partir chez lui. Voilà, une frugalité absolue jusqu'à la fin de sa vie. Je veux dire, c'est extrêmement touchant. C'est pas de la déconsommation. Oui, il y a quelque chose. Moi, Grothendieck, c'est vrai que c'est l'enfant génial qui est resté. Donc, quand j'entends sa voix, quand j'entends Philippe et quand on en parle, ça me dit c'est quelqu'un de touchant et à la fois c'est quelqu'un de détestable, de touchant, c'est quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un dont il faut qu'on étudie. Récolter semailles, c'est quand même un tiers d'aigreur, un tiers de mathématiques et un tiers de trucs. Extrêmement beau. Et voilà. Donc c'est quelque chose, et c'est 1000 pages, il y a le sommaire, c'est 100 pages. Déjà, voilà. Rien que le sommaire, il faut le lire. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un sommaire de 100 pages, il y a une lettre d'introduction qui est aussi longue, enfin ça part dans tous les sens. Et la clé des songes aussi, qui en fait est entièrement écrite en postface et en annexe, en fin de compte. C'est ça, et c'est encore plus... donc il y a quelque chose, Grothendieck, il est à la fois touchant, il est tout ça, et on va continuer à en parler, je pense, pendant encore quelques années. On va se retrouver, on va se revoir. Les mathématiciens n'ont pas fini. Voilà, donc aussi. En tout cas, c'était quelqu'un de vraiment entier. C'est ce qu'on peut dire du plus petit dénominateur commun. Alors, en tout cas, je rappelle le titre de vos ouvrages à vous deux. Yann Prado, vous avez publié donc Algèbre aux éditions Alia, et Philippe Douroux, Alexandre Grothendieck sur les traces du dernier génie des mathématiques aux éditions Alary.